Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Choc FM 105.1 et en vidéo sur notre page YouTube pour une autre de nos émissions Plus proche de vous, la série qui met en valeur les accomplissements des leaders franco-torontois, franco-ontariens que l'on aime et que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir sur un jour peut-être plus intime. C'est le but de cette émission avec des pauses musicales choisies par nos invités. Aujourd'hui, mon invité, c'est le fondateur de la fondation Sylvénie Lindor, Amiclet Fontaine, récipiendaire du prix de la francophonie de l'Ontario. Il est très impliqué dans nos communautés et de nombreuses causes lui tiennent à cœur. Je pense qu'on va aller dans le détail de ces causes et également revenir en arrière sur son parcours. Amiclet Fontaine est originaire d'Haïti. J'espère qu'on parlera beaucoup de ce beau pays et puis évidemment des résonances ici à Toronto et en Ontario pour les populations. Amiclet, bonjour. Bonjour Guillaume, content de vous rencontrer finalement. Absolument, ça fait longtemps pour nos auditeurs qu'on essaye de trouver un créneau pour cette émission et on arrive finalement à la faire. C'est un grand plaisir. Je sais que vous êtes un homme occupé. Revenons en arrière, si vous le voulez bien, pour apprendre tout doucement à mieux se connaître. Je le disais, vous êtes né en Haïti, c'est bien ça, et vous avez grandi en Haïti également. Oui, donc je suis en Haïti, donc dans la partie sud du pays, la Grandeur Jérémie. Donc j'ai laissé Haïti en 2006. Donc avant j'étais aux États-Unis et Ok. finalement donc me reposé à Toronto, donc là où il y a eu donc toutes les champs d'action, la fondation, les études postsecondaires. Donc, un peu de tout donc, pour m'intégrer et m'adapter. Donc, me tailler la place de la francophonie torontoise et la francophonie ontarienne. Alors, on va détailler un petit peu votre parcours et peut-être les défis que vous avez pu rencontrer et la manière dont vous les avez relevés, parce que c'est aussi la bonne manière d'inspirer nos auditeurs et de leur montrer que le chemin est parfois long et parfois semé d'embûches, mais que des grands succès sont aussi la manière dont on relève ces défis. Vous avez quitté Haïti, je crois, à l'âge de 24 ans. Ça veut dire que vous avez, j'imagine, beaucoup de souvenirs de votre pays d'origine. En deux mots, est-ce que vous avez une image mentale à nous partager? Quels seraient vos souvenirs de votre première partie de vie en Haïti? Ben, Haïti, c'est un pays c'est un pays de souvenirs, c'est aussi un pays donc, qui rappelle beaucoup. Donc, si on regarde le côté de la francophonie, donc Haïti est le premier pays qui a défendu la langue française devant les Nations Unies. Haïti, c'est aussi le premier pays euh, qui a fait la promotion de la langue française à l'échelle internationale pendant plus de 100 ans. Haïti, c'est aussi le pays qui a jeté les bases de la francophonie internationale que nous appelons aujourd'hui OIF. Donc, mon engagement dans la francophonie ontarienne ou la francophonie Canada, c'est surtout le prolongement de mon histoire depuis d'Haïti. Donc, dans ce pays, Canada, ce pays de toutes les opportunités, ce pays de tous les contrées. Donc, Haïti, c'est un pays des souvenirs. Donc, autant de souvenirs qu'Haïti me rappelle. C'est aussi le pays de la liberté. C'est aussi le pays de l'émancipation. C'est aussi le pays où l'esclavage a été aboli. C'est aussi le pays où la Déclaration des droits de l'homme a été matérialisée dans le fameux serment des esclaves noirs libres. Vive libre ou mourir. Donc, c'est un pays de rappel, autant de rappels que je pourrais citer. C'est aussi donc le deuxième pays le plus ancien des Américains après les États-Unis. Haïti a arraché son indépendance le
le 1er janvier 1804, peu de temps après les États-Unis en 1776. Donc, c'est aussi un pays de premier plan, le pays qui a jeté les bases pour toutes les nations opprimées, le pays de la francophonie, le pays de la liberté. Donc, c'est un pays qui m'évoque autant d'amour, autant de passion, qui m'a permis aussi de prolonger cette histoire dans le pays du multiculturalisme ici au Canada, le pays de la liberté, le pays de la démocratie, le pays des droits de l'homme. Merci à Michelet pour ces rappels en partie historiques et en tout cas des faits qui parfois peut-être ne sont pas si bien connus que cela, en particulier sur le volet francophone et le rôle d'Haïti en effet dans la fondation de l'Organisation internationale de la francophonie et de tous les organismes que vous avez pu citer, évidemment également le rôle fondamental dans la lutte contre l'esclavagisme et le premier pays, je crois, à s'être émancipé historiquement très important. On va poursuivre votre parcours. Vous dites avoir commencé à remonter vers le nord en passant par les États-Unis. Quelle était la ville que vous aviez choisie? Aux États-Unis, avant, j'étais à New Jersey. Donc, OK. c'est ça. Donc, je fais un parcours à Miami. Ensuite, donc Hmm. m'installer à Toronto. Miami, c'est là où il y a la grande communauté haïtienne. J'étais là pour un peu de temps. Et puis, donc, j'ai décidé de venir donc, en Ontario parce que j'ai été façonné donc, par l'éducation dans les deux langues. OK. C'est donc un choix délibéré, Toronto. Vous aviez étudié la question et vous aviez porté votre dévolu sur Toronto parce que peut-être la communauté là aussi était intéressante, accueillante en termes de francophonie, ou est-ce que c'est les études qui vous ont apporté ici? Mais en fait, oui, je dirais les deux. Les études tout d'abord, parce que je voudrais poursuivre des études postsecondaires en français. Et puis, j'avais fait des recherches sur Glendon. D'accord. Et puis une fois arrivé à Toronto, donc, j'étais impliqué dans pas mal d'organismes. Avant, je faisais du bénévolat à Albion Neighborhood Services. J'ai aidé les nouveaux arrivants. Ensuite, donc, j'avais appliqué à York et puis donc transféré à Glendon où j'avais obtenu mon baccalauréat en philosophie, en droit et en pensée sociale aussi. Philosophie, quel était le sujet d'étude? Quelles étaient les spécialités que vous avez suivies? Mais c'est surtout de la philosophie politique. OK. J'avais aimé Nietzsche, donc surtout sur la nature humaine. Nietzsche, c'est un philosophe assez, euh, le mot en anglais c'est empowering, c'est puissant, Ouais. qui encourage. Donc j'avais aimé sa philosophie et j'avais aimé aussi les grands penseurs euh, de cette courant. Euh, Vous le dites, vous avez en quelque sorte embrassé très rapidement l'engagement communautaire à travers le bénévolat, à travers différents types d'engagement dans différentes organisations. C'était une volonté aussi de rejoindre la francophonie locale. Comment est-ce que vous nous expliquez votre démarche? Quelles étaient les motivations qui vous ont amené à vous rapprocher et à vous engager ainsi? mais une chose que j'avais remarqué, c'est que la communauté des jeunes francophones noirs, c'était une communauté marginalisée. Donc, c'est une communauté donc, à laquelle on ne fait pas de référence. Donc, il y a pas mal d'organismes à l'époque qui donnaient des services à la communauté francophone, mais on ne fait pas cette distinction aux jeunes noirs francophones. Donc, j'ai été à la Maison d'Haïti comme secrétaire général, j'étais à Albion, mais ces jeunes avec qui donc, j'étais en contact avec des jeunes haïtiens en majorité et d'autres jeunes de la Côte d'Ivoire et d'autres pays francophones de l'Afrique, mais cette communauté était une communauté marginalisée. Mais j'avais toujours en tête de faire quelque chose pour honorer l'héritage de ma maman. Parce que quand ma maman est décédée, j'avais 13 ans.
Et je me Hmm. rappelle, donc, j'étais le plus petit dans la salle, donc elle ne voulait pas partir. Elle disait à Mikli, mon enfant, donc, je vais te manquer, donc je vais me retrouver sans rien faire pour toi. Donc, je me rappelle, dans la chambre, je lui ai parlé, je lui ai dit, maman, tu peux aller en paix parce que moi, je vais à l'école, je vais continuer mon chemin. Donc, j'avais toujours en tête de faire quelque chose pour nourrir donc, son héritage. Donc, à l'époque où je faisais ces bénévolats à Maison d'Haïti ou à Albion, j'étais encore à l'école postsecondaire. Donc, une fois terminé, donc je disais, donc, pourquoi ne pas euh, euh, faire quelque chose? Donc, j'avais décidé d'érecter la fondation, mais l'idée, c'était surtout d'accompagner les jeunes francophones noirs dans le Grand Toronto et aussi de redonner à la communauté où ma maman a vécu, en Hmm. Haïti, Chambélan. Donc, la fondation, Alors, allez-y. on va développer dans quelques instants, j'en suis certain, la fondation Sylvanie Lindor à la genèse de cette fondation. Je crois que vous avez lancé la fondation en 2011, si mes recherches sont exactes. Oui, c'est ça. Euh, Mis sur pied, donc vous l'avez bien précisé, pour aider les jeunes Canadiens noirs francophones en particulier, un organisme nécessaire qui fait référence effectivement qui comble un vide en quelque sorte, on peut le dire. Euh, Vous avez, lorsque vous arrivez dans l'écosystème franco-torontois, euh, quelles ont été vos premières impressions sur justement les organismes déjà existants et sur le travail à effectuer pour essayer de mieux fédérer et aider justement les personnes en particulier noires francophones qui étaient peut-être un petit peu livrées à elles-mêmes? Moi, dès mon arrivée, j'ai été toujours à Etobicoke, Etobicoke Nord. C'est une circonscription assez diversifiée, Oui. mais il n'y a pas un service destiné aux jeunes francophones dans cette région. À Toronto, on offrait des services francophones à l'époque, mais c'était plutôt au centre-ville. Mais la plupart du temps, même un jeune qui habite à Etobicoke, ne sait pas comment rendre jusqu'au centre-ville pour aller chercher des services. Donc, c'était ça. Donc, avec la fondation, on l'a hérité et c'est nous qui allions à la recherche des jeunes. Hmm. Donc, la plupart du temps, parce que ça pose du problème, parce que les jeunes ne savaient pas où aller pour orienter. Mais à la fondation, nous, on part à la recherche de ces jeunes, surtout donc, à Scarborough, à New York. Là, nous savons il y a une danse communauté. Et à travers le soccer, par exemple. Parce que le soccer, on l'avait utilisé comme un magnétisme pour attirer les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis sur pied pas mal de tournois de soccer. Donc, en fin de semaine, donc, où on était capable de rassembler environ 200, 300 jeunes. Et Wow, ouais, le sport, c'est toujours très, très fédérateur, hein. Ouais, ouais, absolument. seulement pour les soccer en soi. Parce qu'à la Fondation, nous utilisons le soccer pour intégration et aussi pour la cohésion sociale. Donc, des jeunes qui se sont écartés, donc qui ne se connaissent pas. Et nous avons utilisé les tournois de soccer pour l'intégration, pour promouvoir le vivre ensemble. C'est pour ça qu'à la Fondation, on avait pu rassembler autant de jeunes. Et nous partons à leur recherche. Et c'est aussi un message qu'on aimerait bien lancer, parce qu'il y a autant de jeunes qui sont dans le Grand Toronto qui ne savent pas quoi faire en fin de semaine. Donc, à la fondation, donc, nous jouons au soccer. Donc, ensemble, nous regardons un film. Ensemble, nous échangeons un sujet d'actualité, notamment un sujet qui porte sur l'intégration économique, l'inclusion. Nous parlons de surtout la surpopulation des jeunes noirs qui se retrouvent dans la vie carcérale. Des jeunes qui ne connaissent pas très bien comment ça fonctionne. Donc, souvent, Hmm. avant les séances de match, nous prenons un 10, un 15 minutes pour parler de la réalité et de la vie carcérale.
C'est un peu de ça que j'ai fait à la fondation depuis environ 2 décennies, je dirais. Mais avec le temps, vu les besoins du moment, les sujets ont été changés. Récemment, pendant la période de la COVID-19, nous avons implanté 2 programmes, euh, Nourrir les sans-abri et Hmm. des secours aux familles francophones. Grâce au programme de Nourrir les sans-abri, on a pu venir en aide aux itinérants qui se retrouvent partout au centre-ville, dans les centres de refuge. Donc, en plusieurs occasions, nous emmenons les jeunes donc, à les aider, à les prêter main forte. Et les jeunes étaient très contents de pouvoir redonner à la communauté. Ça les aide à développer un sens d'appartenance, un sens d'engagement civique. Donc, nous faisons ça avec nos activités. Nous avons aussi lancé le programme Toronto Youth Action for Change en 2019. Grâce à ce programme, on a pu rencontrer environ 2000 jeunes de la grande région du Toronto à travers des programmes de soccer, des programmes de sensibilisation, des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Mais je dirais, en général, la Fondation a connu un grand succès et un succès que nous avons bâti à travers le bénévolat. Parce qu'à la Fondation, nous travaillons avec une équipe composée que de bénévoles. Hmm. C'est grâce à ça que nous avons pu rencontrer ces jeunes un peu partout dans la région du Grand Toronto. Les œuvres sociales et l'engagement auprès de la communauté franco-torontoise et du Grand Toronto. On va marquer une courte pause avec le premier extrait que vous nous proposez, Ami Clé, et c'est intéressant parce que cet extrait est un petit peu original en quelque sorte. En tout cas, c'est pas un extrait qu'on a encore entendu, je crois, dans cette émission, mais il nous permet de partir à la découverte de l'Ontario. C'est le titre un petit peu de cet extrait pour aller à la découverte de l'Ontario, Amandine et Rosalie. C'est un titre composé par notre amie Nathalie Nadon, qui est bien connue comme une des membres des Chiclets notamment, et puis pour sa carrière en solo. Quelques mots peut-être pour ce premier extrait que vous avez choisi pour nous baigner en quelque sorte dans l'univers franco-ontarien. Mais l'Ontario, c'est à nous. Donc, venez à la découverte de l'Ontario. Chaque jour, nous refaçonnons l'Ontario à travers notre travail, donc à travers le bénévolat. Donc, venez à la découverte de l'Ontario. C'est mon chant à moi. Donc, un appel qui réitère chaque jour mon appartenance à cette belle province que je suis tellement fier d'appeler ma maison. Alors, un extrait de Pour aller à la découverte de l'Ontario tout de suite sur les ondes de choc, Amandine et Rosalie. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario, ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai besoin de tes yeux pour apprendre et observer. Tu as besoin d'écouter tous nos accents si mélangés. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario, ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. J'ai envie de découvrir de quoi tu es fabriqué. Pour mieux se comprendre et bien s'entendre et cultiver notre amitié. Pour aller à la découverte de tout l'Ontario, ouvre tes bras, ouvre ton cœur, je t'attends, vois comme c'est beau. Voilà, Mickley, merci pour ce premier extrait, pour aller à la découverte de tout l'Ontario. Vous avez dit juste avant d'écouter l'extrait, être fier d'appeler l'Ontario votre maison et ce sentiment d'appartenance, je crois que vous essayez de le distiller aussi dans votre travail à la Fondation auprès des jeunes issus des communautés multiculturelles, issus
différentes francophonies internationales. On le sait, à Toronto, on a une communauté francophone très diversifiée, bien entendu, avec des gens qui viennent de partout dans le monde et qui partagent une langue, mais pas toujours euh, les codes, les cultures locales et qui doivent se les approprier. Euh, Par quels moyens, vous avez déjà évoqué le soccer, et ça c'est très intéressant, le sport est toujours un élément de cohésion sociale primordial, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous utilisez là pour faire en sorte que les gens, les jeunes en particulier, qui viennent vers vous, se sentent davantage chez eux et se sentent davantage aussi acceptés, intégrés dans la société franco-torontoise, franco-ontarienne, franco-canadienne? Mais c'est surtout de les accueillir, et de les faire sentir chez eux et à la Fondation à travers des multiples programmes que nous avons implantés. Donc, ce sont eux qui assurent la coordination. Ce sont eux qui font donc, comment je dirais, la programmation. Et notamment comme on avait fait avec l'événement qu'on organise, le Toronto Youth Action for Change. Donc, Oui, il décide quel sujet qu'il faut emmener sur le panel. Un autre élément qui est important, le sens d'appartenance qu'ils éprouvent. C'est surtout des sujets qu'ils n'ont pas pu aborder en salle de classe, que ce soit au niveau secondaire ou postsecondaire. Mais à la Fondation, ils se sentent libres de pouvoir aborder ces sujets, notamment le racisme systémique, le racisme anti-noir, oui. l'équité sociale, l'inclusion, l'intégration économique. Et les jeunes, quand ils participent dans ces activités, notamment donc, dans la distribution des repas au centre-ville aux itinérants, donc ils sont exposés à la réalité de la vie. Donc, ils étaient capables de venir en aide aux couches les plus touchées, les plus vulnérables de la société, surtout dans la période de la COVID-19. Et je crois que c'est surtout un élément fort du multiculturalisme, c'est surtout d'apprécier les autres cultures pour pouvoir pousser l'intégration. Beaucoup de jeunes avec qui on a travaillé à la Fondation, donc souvent ce sont des jeunes venant un peu partout du milieu francophone diversifié. Ce sont des jeunes, la plupart du temps, on en mêle pour la première fois sur un panel. Hmm. Des jeunes qui ont fait beaucoup de travail donc, dans l'arrière des scènes avant de les emmener au public. Donc, la fondation, donc, les jeunes l'éprouvent, c'est comme une famille. C'est comme une famille, donc on a une grande famille à la fondation. On partage, on rit. Donc, tout ce qui est sujet d'actualité, donc à la fondation, on les partage. Mais je le disais souvent, on a parfois le sentiment dans la francophonie locale, parce qu'on est obligé de lutter en quelque sorte pour notre survie, on a parfois le sentiment d'être un petit peu trop sérieux, d'être un petit peu trop sur la défensive, mais ça fait plaisir toujours d'entendre des leaders dire que ils favorisent le divertissement, le rire et aussi la bonne humeur pour également favoriser l'intégration, en particulier des jeunes. Je pense que c'est une excellente manière de procéder. Je sais que vous avez de nombreuses initiatives en matière de formation, en matière d'intégration, notamment sur le marché du travail, puis on avait un petit peu parlé. Je voulais insister sur la nature de la fondation Sylvain Linder, un organisme sans but lucratif, et revenir sur la grande famille, comme vous l'avez Oui. appelé, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup d'engagement communautaire. Et ça aussi, c'est un signe de succès parce que un organisme, on le sait très bien à Choc FM également, un organisme communautaire, c'est avant tout ses membres, c'est avant tout les ressources humaines et les ressources bénévoles qui font vivre et qui servent aussi d'ambassadeurs à un organisme comme ça. J'imagine que vous avez vu au cours de la dernière décennie, plus de 10 ans d'existence, vous avez vu passer beaucoup de gens. Est-ce que vous avez quelques souvenirs, quelques anecdotes peut-être à nous partager, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un parcours ensuite dont vous êtes particulièrement fiers?
Mais c'est un slogan qui est émané de notre directeur des finances. Parce que souvent, donc, c'est une équipe bénévole. Souvent, il y a des attentes qui ne sont pas souvent comblées. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui laissent. Les directeurs de la fondation, des finances disent donc la fondation est un train. Donc, les gens montent, les gens descendent. Donc, mais nous sommes là après 10 ans. Nous continuons d'exister. Mais une chose que je peux dire comme anecdote, comme histoire qui nous garde ensemble dans la fondation, c'est l'impact qu'on a pu faire dans la communauté. Donc, au niveau local, au niveau provincial, au niveau fédéral. Cette fondation qui met toute l'équipe en contact avec tous les dirigeants du pays. Je me rappelle quand nous faisions notre quatrième forum multiculturel annuel, le Premier ministre du Canada nous a envoyé un message. Donc, ça nous avait fait chaud au cœur. Donc, la fondation, je peux dire, donc, pendant tout ce temps, il n'y a pas de gains extraordinaires. On n'a pas travaillé avec des budgets excessifs comme 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais le gain qu'on a fait, c'est la connexion qu'on a pu établir avec toute la communauté d'un bout à l'autre du pays. Des appels qu'on a reçus pour participer à des sujets, à des enjeux d'intérêt nationaux, notamment la francophonie, dont l'inclusion, l'accès au financement pour les communautés minoritaires. Donc, ça, ce sont des points pour lesquels nous sommes si fiers. Donc, on ne peut pas dire qu'on avait fait donc, un impact généralisé comme des superstars des Hollywood, comme des soccer stars, mais nous avons pu faire des différences de la communauté. C'est surtout des jeunes avec qui on a travaillé, hein, des jeunes euh, qu'on a aidé à développer un sens d'appartenance. Et le problème que beaucoup de jeunes éprouvent de la communauté, c'est quand l'inclusion ou l'intégration échoue. Quand Hmm. cette étape ne fonctionne pas bien, donc les jeunes ont tendance à se créer une communauté propre à eux. La plupart du temps, ils tombent dans la délinquance ou la dépression. Donc, aider les jeunes à développer un sens d'appartenance, c'est surtout donc un sens de les aider à créer une identité canadienne. Et c'est pourquoi donc, dans beaucoup de nos activités, le sujet ou les sujets portent sur l'identité canadienne ou l'appartenance. Ça, c'est important dans le travail qu'on fait au quotidien d'aider les jeunes à développer un sens d'appartenance. Moi aussi, donc, par rapport à mon implication, ma participation dans plusieurs activités, donc, mon sens d'appartenance a augmenté au quotidien. Je voulais revenir, Mikles, sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, parce qu'on sent une certaine humilité en vous écoutant et vous employez toujours le terme on, mais je sais que, à titre personnel, vous êtes impliqué et vous n'hésitez pas à aller de l'avant pour solliciter des politiques, des membres de gouvernement, aller à la rencontre, justement, vous en parliez tout à l'heure de décideur avec ce rôle d'activiste en quelque sorte, ce rôle de militant pour des causes qui vous sont chères. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous vous y prenez pour arriver à faire prendre conscience, pour arriver à secouer l'opinion et les décideurs politiques au niveau provincial comme fédéral, au niveau de la ville aussi? Je sais que depuis peu vous êtes membre du comité francophone. Donc, on voit, on mesure votre engagement à tous les niveaux. Là, on comprend que vous allez travailler pour faire évoluer ces causes autant que faire se peut à différents niveaux. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est
ces décideurs, ces membres du gouvernement vous entendent? Est-ce que vous avez la possibilité de le sentiment que les causes dont on vient de parler, l'inclusion, l'asile de réfugiés, euh, les, les jeunes et la délinquance, la santé mentale, toutes ces causes-là sont- les gouvernements, les gouvernants ont conscience des besoins criants en la matière? Je pourrais commencer par la francophonie. Donc, à la Fondation, on a toujours plaidé pour une francophonie plurielle, pour une francophonie inclusive. À ce sujet, je voudrais donner un crédit tout particulier à Peter Omunic, qui fait un travail exceptionnel Bravo, ouais, à la absolument. francophonie ontarienne. Donc, on voit donc dans les différents congrès, on a eu donc une francophonie plurielle, une pluralité franco-ontarienne autant. Donc, on remarque que donc, il y a un sujet qui est un changement qui a été fait par rapport à ça. Donc, si on regarde aussi de point de vue contre le racisme anti-noir, le racisme systémique, je me rappelle en 2019, j'avais écrit personnellement au procureur général du Canada. À l'époque, c'était M. David Lamantie pour aborder la surpopulation des jeunes noirs et des jeunes autochtones dans la vie carcérale du pays. Mhm, mhm, Ce n'est pas eu une réponse directe, mais on voit qu'il y a un comité qui est érecté, notamment pour aborder ce sujet, le sujet de la surpopulation des jeunes noirs dans la communauté. Ce que je peux dire, la plupart du temps, je n'ai pas eu des réponses directes, mais on voit que le problème qu'on a adressé, il y a des progrès qui ont été faits. Ça, c'est à encourager. c'est J'ai encourageant, ouais. participé aussi dans pas mal de discussions avec les représentants fédéraux, notamment sur l'accès au financement pour les communautés noires. Parce que les communautés noires, donc en matière de financement, c'est une communauté marginalisée. Euh, on voit qu'il y a du progrès qui a été fait, notamment. Donc, il y a un grand financement qui a été confié à la Fondation des communautés noires, un financement de 200 millions de dollars. Donc, ça, c'est encouragé. C'est autant, c'est autant. La plupart du temps, on n'a pas eu des réponses directes, mais il reste encore du travail à faire. Mais dans la fondation, donc, il y a de quoi faire, de quoi faire pour le progrès qui a été réalisé, mais le chemin à parcourir est encore long, notamment donc pour la francophonie, notamment, vous savez, être francophone en milieu minoritaire, c'est un combat de chaque jour, surtout donc quand on veut fermer nos universités, quand on veut Mhm. fermer donc nos ministères francophones. Donc moi, je suis toujours prêt donc à manifester comme j'avais fait en 2018 pour que les institutions franco-ontariennes restent ouvertes. Le fameux mouvement de la résistance. On va justement écouter une chanson qui illustre assez bien les propos que vous venez de tenir, Amiklé, et l'aspect très multiculturel de nos communautés avec cette belle chanson Pure laine et colorée qui a été composée, je crois, par Brian Saint-Pierre. Et qui a été interprétée par de nombreux jeunes dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait L'écho d'un peuple pour le 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Purlaine et colorée, c'est effectivement le deuxième extrait que vous nous proposez. Peut-être quelques mots pour nous expliquer votre choix. C'est le multiculturalisme, hein, comme c'est coloré, c'est un Ontario coloré, c'est l'assemblage de toutes ces communautés qui fait la force de la francophonie, qui fait la force de la province. Donc, nous sommes une province multiculturelle et la diversité et l'inclusion vont de pair. Donc, la diversité, donc, c'est le premier pas donc, pour aller vers l'inclusion.
Voilà, on va écouter Pure Laine et Coloré, un extrait sur les ondes de Choc FM 105.1 choisi par mon invité aujourd'hui, Amiclé Fontaine. Ok, yeah. Moi je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi? Tel le tourbillon des super filles du rap qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu D'Acosta. De Niagara à Mattawa à Wawa. Je saute sur le métro, je rêve tout haut. Fier comme une tour bien enracinée. Je prends le train go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario. Et mon mec se franco-ontarienne. Yeah. Et fort comme une scène se flasher pure laine. Métissés, colorés, ensemble, continuons le party. Encore, ouais, c'est ça. Et mon mec se franco-ontarienne. Et fort comme une scène se flasher pure laine. Métissés, colorés, ensemble, continuons le party. Ouais. Pour l'année colorée. Plus fort, yeah. Pure laine colorée, pour toujours. Une brise se lève sa plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Des Premières Nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités. Comme un jean, ma OP, c'est un OFL. Ma langue, c'est les ponts de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut, yeah. Et mon mec se franco-ontarienne. Yeah. Et fort comme une scène se flasher pure laine. Métissés, colorés, ensemble, continuons le party. Yeah. Et mon mec se franco-ontarienne. Merci Amiclé pour ce second extrait. On a parlé de lutte contre le racisme et les discriminations et de racisme systémique. Je crois que c'est une des causes aussi qui vous est chère et sur laquelle vous revenez régulièrement avec le travail que vous faites à la Fondation. On a eu la chance de vous avoir il y a quelque temps sur les ondes de Choc FM dans le cadre d'une émission qui s'appelait Stop Racisme 105.1 et qui revenait sur ces problématiques. Est-ce que vous avez le sentiment dans les dernières années et peut-être depuis depuis le début de la fondation que les choses ont évolué? Je pense à notamment la lutte contre le racisme et la discrimination au sein de la police de Toronto, au sein d'institutions officielles. Est-ce que vous pensez là aussi que les consciences se sont modifiées, que le progrès est palpable? Mais je dirais, aujourd'hui, on est plus confortable au Canada de parler du racisme systémique et du racisme anti-noir. Et comme on avait vu depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, donc il y avait comme un réveil de conscience. Tout le monde avait pris conscience les dégâts du racisme systémique. Et souvent, donc, c'est pas facile d'en parler. Donc, une personne qui parle du racisme systémique ou du racisme anti-noir, cette personne prend un risque. Parce que la plupart du temps, on est devenu comme une target donc, pour la société. Parce que donc, le problème du racisme, c'est un problème, comment je peux le mentionner, c'est surtout un enjeu qui fait peur. Quand on parle de racisme, on a l'impression euh, qu'on soulève une question aux normes. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient, on est plus confortable à parler du racisme systémique et du racisme anti-noir, donc de la société canadienne, notamment à Toronto. C'est vrai que je me rappelle en 2018, j'avais rencontré le ministre fédéral de la Sécurité publique à l'époque, l'honorable Bill Blair. Et puis, dans ma lettre, je lui ai dit que les Canadiens noirs donc, sont tués à une proportion de 40% dans toute interaction avec la police et dans toutes ces interactions, des rapports de force ont été utilisés à une proportion, si je ne me trompe pas, de 18 ou 20% qui conduit à la mort. Cela faisait suite au rapport intérimaire de la Commission ontarienne des droits de la personne. Mais
Je peux dire que des progrès ont été faits. Donc, il n'y a pas des progrès que je peux dire tangibles ou palpables. Parce qu'il y a des attitudes qui viennent naturellement chez la police dans toute interaction avec les communautés noires qui est différent donc, pour les autres communautés. Mais on avait vu l'année dernière, la police de Toronto avait présenté des excuses, Oui. mais il n'y a pas un plan. Il n'y avait pas un plan pour dire comment on va lutter contre le racisme systémique ou le racisme anti-noir dans cette institution qui devrait nous protéger. Mais comme on avait vu, il y a un comité fédéral qui a été érigé. On espère le mieux. Donc, Mm. on espère le mieux. Donc, il y a du progrès qui ont été faits, mais le chemin à parcourir est encore long. Amiclé, je m'en voudrais de ne pas préciser parce que je ne l'ai pas fait en introduction, mais la fondation Sylvanie Lindor, le nom de la fondation lui-même, on ne l'a pas commenté, mais il faut quand même rappeler peut-être à nos auditeurs que ce nom, vous l'avez dit entre deux propos, mais c'est bien celui de votre mère dont il s'agit et c'est en quelque sorte un hommage que vous lui avez rendu. Oui, c'est ça. C'est le nom de ma maman, Sylvanie Lindor. Comme j'avais dit au début, quand ma maman est décédée, et j'avais 13 ans, comme étant le dernier enfant de la famille. Donc, j'étais en quelque sorte le bébé ou l'enfant chéri de la famille. Maman avait des grands rêves pour moi, mais elle était partie trop tôt. Ben, je lui ai dit, maman, tu peux en aller en paix. Donc, moi, je vais faire mon chemin. Donc, cette fondation, donc, je l'ai créée, c'est juste pour rendre hommage à ma maman et aussi pour continuer le travail qu'elle aimerait que je fasse. Donc, Mm. tout ce que je ferai à la fondation, si ma maman était en vie, c'est quelque chose qu'elle me demanderait de faire. Donc, de travailler avec les jeunes, avec les réfugiés, travailler avec les sans-abri, autant d'initiatives qui sont en quelque sorte ma vocation. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pas quelque chose qu'on fait donc par hasard. C'est quelque chose qui est guidé dans votre être profond. Mais c'est ça que j'ai fait avec la fondation et je souhaite continuer ce travail. Et en partant, je dois remercier toute la communauté francophone de l'Ontario, donc qui ont été très, 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 très généreuses vis-à-vis de la fondation, donc, les médias francophones, PFO, l'Express, Radio-Canada, Choc FM, la francophonie Ontario en général. Donc, a été un grand appui pour la fondation. Alors, je vais m'empresser quand même de renvoyer nos auditeurs et les gens qui regardent la vidéo sur YouTube au site internet où on peut retrouver la fondation, ses programmes et les actualités du moment. C'est fslindor.ca en français et en anglais. Ça veut dire que aujourd'hui, à Méclé, vous dépassez le cadre strictement francophone ou est-ce que c'est une volonté là aussi d'intégrer plus largement euh, et de réduire les barrières sociales, mais aussi linguistiques peut-être? Mais c'est exact, parce que dans la fondation, on lutte au quotidien contre les barrières linguistiques. Et aussi, donc, à Toronto, il y a les jeunes qui sont arrivés et qui parlent que le français. Donc, c'est aussi un obstacle pour le marché du travail. C'est aussi une stratégie de faire la promotion pour la francophonie. Et je travaille aussi avec des jeunes anglophones qui aimeraient explorer la culture francophone. Donc, on a décidé d'ajouter donc le bilinguisme pour pouvoir rejoindre plus de jeunes. Donc, c'est ça. Quel message en deux mots vous donneriez, vous transmetteriez à un jeune qui vient d'arriver, poser ses valises dans la ville reine et qui peut-être se sent euh,
perdu parce que la ville est grande, mais aussi en tant que francophone, effectivement, il ne sait pas nécessairement quelles ressources existent et qui peut l'aider, de quelle manière, en particulier si cette personne est noire et originaire d'un pays euh, d'Afrique ou des Caraïbes. Euh, Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelles seraient les premières étapes de son parcours fondamental à vos yeux et plus généralement, mais comment vous rejoindre? Je peux prendre mon parcours comme un exemple parce que quand j'étais arrivé au Canada, donc je n'avais pas un bagage économique exceptionnel. Donc le bagage que j'ai avec moi, c'était moi-même, c'était mon bagage intellectuel, culturel, c'était moi-même. À l'époque, je me rappelle, j'avais environ $1 500 dans ma poche. Donc, je faisais du bénévolat pour m'intégrer. Donc, j'ai été aussi dans des écoles adultes pour apprendre l'anglais. Ensuite, j'ai été au collège universitaire, j'ai débloqué mon diplôme. Et maintenant, je suis à l'école de droit. Donc, le Canada, c'est un pays, souvent, les gens parlent de racisme, mais c'est un pays d'opportunité aussi. C'est un pays d'opportunité aussi. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est surtout euh, d'avoir des rêves, d'avoir des rêves et aussi développer un sens d'appartenance avec ce grand pays, avec cette terre d'opportunité. Ben, c'est ça que je peux dire. On commence par le bénévolat, le travail. Mais c'est ça. D'un point à l'autre du pays, c'est surtout de partager ce que Toronto, ce que Ontario à offrir comme valeur. C'est surtout de partager ces valeurs, ne pas rester dans un coin, juste dans leur communauté. Et c'est ça, c'est le mauvais côté du multiculturalisme. La plupart du temps, on retrouve des micro-pays à l'intérieur du pays. Oui. Mais on n'est pas séparés totalement. Moi, j'ai jamais été séparé d'Haïti, mais je partage aussi tout ce que le Canada a comme valeur. Et c'est ça qui dirige mes engagements. C'est ça qui dirige ma mission, à redonner à la communauté. Donc, à faire de cette communauté une communauté accueillante, comme c'est le thème de la Semaine nationale de l'immigration francophone. C'est Ouais. une terre accueillante, c'est une terre qui a beaucoup à offrir. Partager tout ce que cette terre a comme valeur. C'est ça que je pourrais dire aux jeunes, c'est surtout oser donc de se foncer euh, pour créer l'appartenance. La plupart du temps, donc, l'inclusion ou l'intégration va essayer de repousser. Mais si on y force, on va arriver. De sages paroles, des paroles inspirantes, Aimé Fontaine, merci. Je voulais revenir peut-être en deux mots sur le prix que vous avez reçu, prix Florent Lalonde 2022 de l'AFO qu'on a mentionné tout à l'heure, l'Assemblée francophone de la francophonie de l'Ontario. Euh, Quels sont qu'est-ce que vous retenez de ce type de reconnaissance, au-delà évidemment du plaisir, j'imagine que ça doit être. Euh, et au niveau de la communauté que vous desservez. Mais euh, vous le disiez tout à l'heure, ne pas rester dans son coin, se souder en quelque sorte. Et beaucoup de gens parlent aujourd'hui, encore une fois, d'une vieille idée au niveau local d'une maison de la francophonie ou d'un lieu, d'un quartier francophone, d'un rassemblement francophone. Euh, comment est-ce qu'on fédère, comment est-ce qu'on tend la main et comment est-ce on appelle les francophones qui partagent une langue en commun, mais pas nécessairement une culture, à mieux se connaître et justement à se fédérer, à se serrer les coudes, entre guillemets. Mais c'est surtout de travailler ensemble. Si travailler ensemble, ben, comme on avait dit, ne restez pas dans mon coin.
Et je me rappelle l'année dernière, pour la semaine de l'immigration francophone, j'ai pu collaborer avec une vingtaine d'organismes francophones dans le Grand Toronto, où on avait pu distribuer environ 2700 plats aux itinérants. Et je crois que c'est cette synergie, c'est cette cohésion, c'est cette idée de travailler ensemble qui va faire la force de la francophonie. Une francophonie rassembleuse, une francophonie diversifiée, une francophonie inclusive. Et c'est ça qui fait la force de la francophonie. Une francophonie avec une portée globale, une portée universelle. Comme j'avais dit depuis Haïti, donc étant le premier pays qui a jeté les bases de cette francophonie. Et Canada m'a donné cette opportunité donc pour le prolongement de cette histoire. Et je crois que c'est ça qui fait la force de la francophonie. Donc, dans une ville comme Toronto, où il y a environ 60 000 Ouais, francophones. ouais, ouais. Et c'est cette idée qui m'a poussé, donc, ne pas rester seulement avec la fondation. Donc, aller aussi vers la ville de Toronto. Donc, être membre du comité. Donc, je ne vais Alors pas être. justement, membre au sein de ce comité, vous avez été élu assez récemment, je crois que ça remonte à juin ou juillet, si ma mémoire est bonne, comité consultatif des affaires francophones de Toronto, parfois mal connu par certains de nos auditeurs et pourtant important. Quels sont les dossiers que vous voudriez faire avancer au sein de ce comité? En fait, je peux parler donc de mon aspiration, de ce qui me pousse à rejoindre le comité, mais pas en tant que tel, parce que je ne suis pas le porte-parole du comité. Mais c'est un comité qui se rassemble environ 2 fois par an. C'est difficile pour un comité qui se rassemble 2 fois dans une année, donc pour être effectif. Donc, peut-être qu'on pourrait rassembler plus de fois par année. Oui. Donc, ça pourrait aider le comité à donner plus de suggestions à la ville, comment servir les communautés francophones d'un point de vue culturel et aussi économique. Par exemple, le site web de la ville est en anglais. Donc, c'est pas facile de trouver des informations en français dans la ville. L'autre chose que je peux dire aussi, c'est surtout pour que la ville ait un programme qui appuie spécifiquement les organismes qui desservent les communautés francophones. On a eu la PARFO avec le Ouais. gouvernement de l'Ontario, mais on n'a pas ça avec la ville de Toronto. Mais c'est quelque chose que j'aimerais voir prendre naissance. Et aussi une représentation des employés francophones dans la ville de Toronto. Souvent, Mhm. donc, quand on va à la ville, on recherche des services, mais il y a un manquement de personnel pour nous servir en français. Donc, c'est autant de projets que j'aimerais prendre le jour avec ce comité. On vous souhaite beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a un moyen de vous écrire ou de faire des suggestions au comité francophone pour les auditeurs qui auraient des bonnes idées à partager? Le comité n'est pas encore rassemblé depuis donc, son élection, mais on attend, on attend. Mais entre-temps, donc, je peux être toujours contacté en tant que président et directeur général de la fondation. Et ensuite, je peux acheminer ces idées au comité. Alors, je rappelle l'adresse web du site de la Fondation Sylvain et Lindor, fslindor.ca, pour retrouver toutes les informations. On va terminer justement avec les événements et programmes. Est-ce que vous avez des événements qui s'en viennent à Michelet prochainement à nous signaler d'ici la fin de l'année? Oui, nous organiserons le 16 décembre prochain, donc notre 5e forum multiculturel annuel. Donc, ça Formidable. va être à Toronto, à l'hôtel Marriott, qui est situé au 901 de la rue Dixon à Etobicoke. Donc, c'est un événement qui rassemble les jeunes et les publics francophones du Grand Toronto. Ça va être aussi donc la remise des prix d'intégration de la Fondation, un prix qui a été lancé depuis 2015. Ce prix rend hommage aux personnes qui travaillent donc dans la communauté, notamment pour pousser l'inclusion et l'intégration des groupes minoritaires.
Donc, le 16 décembre, on se donne rendez-vous. J'aimerais bien explorer un partenariat avec Choc FM pour cet événement. Alors, on va en discuter juste après. On sera très heureux de vous aider à promouvoir ce bel événement. Avec les Fontaines, on va se laisser avec votre dernier choix musical, encore une fois très franco-ontarien, qui témoigne de cette volonté d'intégration avec évidemment l'hymne officiel de la francophonie en Ontario, Notre place de Paul Demers, Robert Paquette et Art Rouge. Quelques mots pour terminer, Michelet, pour ce choix, évidemment, que tout le monde ici connaît bien. Mais en fait, je voudrais dire merci à Choc FM pour cette entrevue. Je voudrais aussi saluer les efforts de Choc FM pour faire la promotion de la francophonie de l'Ontario. Mais comme vous savez, être francophone, c'est un choix de tous les jours. Et c'est pour ça que je fais le choix de cette chanson, Notre place dans l'étape des décisions pour une francophonie inclusive, pour une francophonie rayonnante, notre place pour l'augmentation du cible de l'immigration francophone, notre place pour une maison de francophonie, un francophone à Toronto. Notre place, c'est surtout un appel pour consolider nos acquis francophones. C'est aussi un appel pour pouvoir vivre, travailler, étudier en français en Ontario. Michelet Fontaine sur les ondes de Choc FM 105.1 dans le cadre de notre émission Plus proche de vous. Voici tout de suite quelques notes de notre place. Merci beaucoup pour vous être prêté au jeu du portrait, Michelet. Merci beaucoup. Pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter, ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, ah, je vais chanter, ouais, je vais chanter, pour mettre les accents là où il